Alors bonjour dans cette capsule d'univers social. Bonjour et bienvenue. Alors l'univers social, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran? Donc ce qu'on voit à l'écran déjà, c'est Montréal. Les gens s'en vont prendre le train, on voit les habits. Regardez bien, c'est vraiment des documents historiques et on a la chance de les avoir en couleur. On voit comment étaient habillés les gens à l'époque et on voit le train ici, les trains à vapeur. Alors, comme je disais, l'univers social, ça consiste en... Social, ça parle de la société. La société, c'est le vivre ensemble, c'est tout le monde qui se sont regroupés dans des territoires comme les villes ou les campagnes aussi, hein, mais que dans des régions, des villes, des régions, des pays. Et ils vivent ensemble. On voit Québec d'ailleurs ici. Regardez bien comment c'est intéressant. Ottawa ici. Donc, on a le Canada des années 1910 ici en vidéo. Et donc, l'univers social, ça consiste à l'univers de cette société qui fut la nôtre, mais qui n'est plus la même, hein. Donc, c'est nos arrière-grands-parents qui vivaient à cette époque-là, et puis qui étaient dans une société fort différente de la nôtre, même si on reconnaît les villes, comme tout à l'heure on a vu Québec. On sait que les moyens de transport à l'époque, principalement, étaient le train et le bateau. Et le bateau était à vapeur ainsi que le train. Il n'y avait pas encore beaucoup de voitures. On voit d'ailleurs ici un homme avec un cheval. On voit encore un autre cheval ici. Une première voiture qu'on voit dans cette vidéo. Donc c'était le début des voitures. Les trains à vapeur, vous voyez. Donc partout au Canada, c'était la même chose, hein. Les voitures commençaient au début des années 1900. Mais il y en avait très peu. Donc on voit ici des voitures, mais on voit quelqu'un qui est avec son cheval aussi dans la rue. Et c'était ça, hein. Les gens se partageaient la rue entre les voitures, les tramways, comme on voit ici, et les carrioles avec les chevaux. Ils avaient des très beaux habits et les hommes étaient tout en veston, hein, partout au Canada. On voit encore ici le tramway. Alors le tramway, ici, on voit qu'il y a une tige là, qui était en haut. Ça, c'est parce qu'il fonctionne à l'électricité. Et il allait chercher son électricité. On voit ici des Amérindiens. Incroyable. C'est incroyable. Donc le Canada des années 1900, c'est comme le Canada de notre époque. Ça fait un peu plus d'un siècle, mais c'est un tout autre monde que l'on voit ici. Le monde n'était pas technologique comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de voiture comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore le cinéma. En fait, ça commençait aussi, c'est ce qu'on va voir juste après. Et donc, les gens circulaient en train. Il n'y avait pas de mode non plus comme aujourd'hui. On a des centres d'achat avec la possibilité de s'acheter, par exemple, des t-shirts ou des chandails avec des dessins imprimés dessus. Ça n'existait pas. L'imprimerie existait pour le papier journal, mais pas pour imprimer sur des t-shirts en couleur, des effigies ou des logos de groupes de musique. Il n'y avait rien de tout ça. Absolument rien de tout ça. On était dans un monde industriel qui fonctionnait principalement avec l'énergie qui est la vapeur et l'électricité aussi qui était à ses débuts. Donc on voit ici même les habits sont tous principalement bleus, hein. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs. Ici on voit les bateaux à vapeur, donc qui circulent sur les rivières du Canada. Alors, rural scenes, c'est des scènes rurales, des scènes de campagne qu'on va voir ici. Donc, on voit les premiers tracteurs avec les cultivateurs, hein, à l'époque qui cultivaient leur terre. On voit qu'il est en train de préparer sa terre ici, l'agriculteur, là, avec cette machine. Donc voilà, on a des images quand même fort intéressantes du Canada du début du 20e siècle. Et il semble, on voit les enfants aussi qui travaillaient. Donc les enfants travaillaient à cette époque-là, on l'a vu, ils gagnaient jusqu'à entre 25 cents et 1 dollar par semaine. Et puis à la campagne, c'était peut-être aussi des familles, hein, où tout le monde travaillait, mais
Il y avait aussi des manufactures où les enfants travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles. Les femmes étaient payées moitié moins que les hommes. On sait qu'un homme était payé environ 7 à 8 dollars par semaine. Une femme, c'était 3 à 4 dollars par semaine à l'époque. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de droit des travailleurs. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'était des conditions, et on le voit aux images, hein, c'est des conditions qui sont très difficiles parce que les gens n'étaient pas très riches et ça travaillait extrêmement fort pour pouvoir gagner leur vie. C'était des conditions extrêmement difficiles. Donc, voilà. Et comme je disais, au même moment que nous avions ces images qu'on a vues du Québec et du Canada du début du 20e siècle, naissait l'industrie du cinéma. Et puis là, je vais montrer quelques images de Georges Méliès. Georges Méliès ici, qui est né, on le voit ici, là je suis ici, là, Georges Méliès qui est né, attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple comme ça, ouais, ici. Donc Georges Méliès qu'on voit ici. Il est né en 1861 à Paris, donc c'est un Français, hein. Il est mort aussi à Paris en 1938 et c'est un réalisateur de films. Il était illusionniste, Georges Méliès, donc ça a été vraiment euh, un réalisateur de cinéma qui a été très important parce qu'il a amené dès le départ la magie dans le cinéma, étant donné qu'il était lui-même un illusionniste, donc il était capable de faire des décors et des trucages assez impressionnants. Le film qu'on se rappelle principalement quand on évoque Georges Méliès, c'est Le Voyage dans la Lune, qui est un film de 1902 et qui a marqué les esprits pour ceux qui s'intéressent au début du cinéma. Euh, donc ici, c'est en anglais, mais on dit son film le plus fameux est Le Voyage dans la Lune, qui date de 1902, A Trip to the Moon. Donc, c'est un film qui est une adaptation, en quelque sorte, de la nouvelle de Jules Verne, De la Terre à la Lune, qui est un récit qui a été écrit en 1865. Et on va voir ici quelques images de ce film. On voit ici Voyage dans la Lune. Alors, je retourne ici. Attendez un peu, on va retourner ici. Voilà, comme ça, ici. Là, ici, on a le film Voyage dans la Lune. Donc, est-ce qu'on peut le voir plus gros? On a l'affiche du film ici. Alors non, on me dit que ce n'est pas bon. Alors, Voyage dans la Lune, on le voit ici, Voyage dans la Lune. Mais je vais aller prendre dans les images, on va voir plus facilement. Voilà, c'est ça ici. Alors, Georges Méliès, Voyage dans la Lune, on voit ici euh, ce qu'il a fait. Donc ça, c'est l'affiche du film, donc un des premiers films de l'histoire, hein, sinon le premier. On pourrait dire que c'est le premier qui a été véritablement connu, le voyage dans la Lune. Et ça, c'est des trucages et des décors de Georges Méliès. Si on revient ici, on a des images du film ici. Donc voilà, on voit un petit peu les décors des premiers films, hein. On est parti de ça. Hein. On est parti de ça, Voyage dans la Lune. Trip to the Moon, ça s'appelle, hein, en anglais. Et puis, on va regarder en vidéo si on peut voir une adaptation. Alors, je vais voir ici. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, ici, Voyage dans la Lune. Alors, je vous le mets ici, là. Voilà. Ça, c'est le premier film de l'histoire. En tout cas, celui qui a marqué les esprits. Donc, il dure 12 minutes 52, ce film. On va le regarder, mais en accéléré. Donc, voilà. Ce sont des films qui sont muets, hein. Ici, il n'a pas de son. Il n'y a même pas de musique, il n'y a rien du tout. Donc, les premiers films, on se rappellera pas de son. J'avance un peu l'image pour aller voir d'autres décors ici. Bon, là, on voit que ça se prépare, ça se prépare, ça se prépare. Maintenant, ici, on prépare une fusée. Donc, c'est la construction de la fusée. On voit ici que c'est drôle parce qu'ils construisent une fusée à la méthode de l'époque qui était la méthode des forgerons qui pouvaient forger le métal avec ici des enclumes comme celle-ci. Donc voilà comment on fabriquait à l'époque les fusées. On cognait comme avec des marteaux sur le métal pour attacher la tôle, chose qui serait carrément impossible dans la réalité, hein.
On voit les beaux décors de Georges Méliès ici. Donc on voit c'est une image, mais on a mis les fumées pour les usines. C'est vraiment très beau et la perspective aussi de profondeur est très bien réussie. Il y a de l'eau qui coule ici aussi, hein. On voit ici, je ne sais pas si vous voyez. Euh, alors les fumées, l'eau, c'est vraiment très ici, très très bien réussi. Euh, pour l'époque, quand même, il faut le dire, là, Georges Méliès vraiment a fait très fort pour ce premier film. Et voilà, donc là, on avance dans le film et on a ce personnage qui va entrer dans la fusée pour pouvoir se préparer à partir vers la Lune et on va fermer la fusée et ensuite qui arrive alors regardez c'est la Lune qui nous montre son visage donc c'est un autre trucage de Georges Méliès. Alors voilà les premiers films. Oh oh oh, la fusée est tombée dans la Lune et elle a écrasé le visage de la Lune. C'est comme ça que Méliès nous a montré l'arrivée de la fusée sur la Lune. Voilà, on a vu le premier trucage. Alors ça, c'est le premier film, on pourrait dire, de science-fiction, hein, qui voilà, on a l'arrivée des étoiles. On va regarder ici. Regardez l'arrivée des étoiles. Assez exceptionnel comme trucage. Les étoiles qui apparaissent pendant que les hommes dorment sur la Lune et qui vont... Voilà, il y a les enfants, ou les femmes ou les enfants ou les deux qui sortent leur visage. Et après, on semble avoir des dieux grecs qui tiennent les étoiles, la Lune, une autre Lune ou je ne sais quoi, et la planète Saturne, il semble, et on fait neiger sur la Lune. Donc voilà, c'est vraiment à l'époque, c'était quelque chose de très exceptionnel. Ici, on a des champignons qui vont pousser. Vous voyez, donc c'est un autre trucage de Méliès. Les gens étaient impressionnés à l'époque, hein. Même si c'est un film qui pour nous semble très ancien et très peu intéressant, ça reste historiquement une pièce de musée. Donc voilà pour ce qui est de Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune. On aura eu des films beaucoup plus intéressants plus tard, comme un autre film de science-fiction qui est sorti dans les années 30, fin des années 20, les années 20 plutôt. Dans les années 20, c'est Metropolis. On va voir ici un extrait d'un autre film qui est un classique du cinéma. Donc ici, je vais avancer un peu. Voilà, ici. Vous voyez, donc ça, c'est un des premiers films de science-fiction aussi, qui a inspiré énormément de cinéastes. Et encore aujourd'hui, on retrouve des, euh, des films qui s'inspirent de Metropolis. On pensera par exemple à Blade Runner ou à C3PO, par exemple, qui ressemble beaucoup à ce personnage. On a des scènes aussi dans Le Cinquième élément qui rappellent la ville qu'on voit ici. Fritz Lang a été le réalisateur de ce film. C'est un film allemand qui a été vraiment un chef-d'œuvre à l'époque et qui reste encore un chef-d'œuvre du cinéma. On voit ici, les personnages sont habillés principalement, pas les ouvriers, mais les personnages qu'on a vus tout à l'heure, plus riches, les femmes en robe, étaient habillées vraiment à la mode des années 1920. C'était les années folles, hein, et ce qu'on montre ici, c'est l'industrialisation à outrance dans un monde futuriste. Et on a les hommes qui veulent faire de cette femme un robot. Et cette femme qui n'accepte pas son sort hein, finalement et qui va chercher à retrouver sa liberté. Donc c'est vraiment un très grand film. On voit ici les danses et l'esprit des années 1920. Voilà, c'était l'art de l'époque, hein, donc Métropolis. Je vous montre ça très rapidement, hein. L'idée n'est pas d'aller en profondeur aujourd'hui, c'est vraiment plutôt de, d'avoir un portrait général de ce qu'était le début du 20e siècle, hein.
Donc, on revient ici à Montréal au début du 20e siècle ici. On a une photo ici. Voilà, cette photo qui est tirée de Montréal 1910. On la retrouve, cette photo, exactement la même, à la page 21 du cahier Escale de 6e année. Donc, on voit ici le tramway. C'est une photo qui date de 1910. Et puis, si on va voir d'autres photos de l'époque, de 1910, on pourra voir ici, par exemple, les manufactures de l'époque ici et les immeubles de Montréal. J'aimerais les mettre. Est-ce que c'est possible de pouvoir les voir autrement que dans Wikipédia? Attendez, ici voilà Montréal en 1910. Euh, alors, comment on pourrait voir ça ici en grand? Est-ce que c'est par ici? Non, ok, ça ici c'est pour pouvoir agrandir peut-être une section. Non, 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 c'est pas ça. C'est les correspondances visuelles, c'est pas ça. Je vais essayer de vous montrer d'autres belles images de Montréal dans les années 1910. Ici, on a une image colorée. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? Voilà, on voit ici les citoyens qui sont, je crois, ça doit être le belvédère du Mont-Royal, exactement, ici. On voit encore tout le monde qui sont habillés de couleurs sombres avec leurs chapeaux. Ici, on voit les femmes avec des robes très longues. Donc, en 1910, les robes étaient très très longues et les manches aussi étaient très longues et les femmes portaient des chapeaux. Ils étaient véritablement couvertes et c'est dans les années 1920, comme on a vu tout à l'heure dans Metropolis, qu'on voit les femmes tranquillement porter des robes courtes avec des manches très courtes. C'est ce qu'on a appelé les années folles, hein. Les gens se sentaient plus libres et exprimaient cette liberté. Donc voilà, il est apparu à cette époque l'automobile, on le voit ici sur cette image. On a à la fois des automobiles et des carrioles à cheval. On voit ici vraiment les deux. Et puis, d'où est partie l'automobile? L'automobile principale est venue de la compagnie Ford, qui a été créée par Henry Ford. Et ça, je vais le montrer parce que c'est important. Henry Ford, c'est ce monsieur ici. Donc, Henry Ford est le créateur de l'automobile. En tout cas, celui qui l'a distribué dans le monde. Ici, donc ça, c'est son premier 4 roues. C'est un véhicule qu'il appelait le quadricycle. C'est son premier 4 roues. On le voit là, je montre ici, hein, ça ici. C'est son premier 4 roues. Et puis Ford, qu'est-ce qu'on pourrait montrer aussi? On a Ford ici avec une voiture. Là, on commence à parler de voiture véritable. On voit la voiture ici, c'est la même, hein, mais on la voit un petit peu mieux sur cette photo parce qu'on la voit en entier. Donc voilà ce que Ford a mis au monde, hein, ces voitures ici. Il y a celui qui a distribué partout dans l'Amérique, c'est le Model T. Donc on va mettre ici Ford Model T et vous allez voir le Model T qui a été la voiture. C'est celle-ci ici, Model T. Bon, c'est celle qui était sur la photo, je crois, tout à l'heure. Voilà ici, Model T. On a ici la première voiture, le Model T de Ford, qui a été la première voiture. Voilà ici. C'est ça qui est parti dans les villes et qui a fait la révolution, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde roule en automobile. Ça a commencé comme ça, le Model T ici, qu'on voit là, comme ça ici. Donc la révolution de l'automobile par Henry Ford. Et c'était un peu avant la Première Guerre mondiale, ce qui a fait que dans la Première Guerre mondiale, on a eu pour la première fois des véhicules blindés qui étaient à moteur, parce qu'avant, on n'avait pas ça. Donc si on écrit, j'écris 1914, ça c'est le début de la Première Guerre mondiale et 1918, et je laisse Henry Ford Model T. Qu'est-ce que on va voir ici? On va voir ici un modèle, regardez ici. Ça, c'est un modèle T
pour l'armée américaine qui date de 1916. Vous voyez? Donc ici, on a le modèle T adapté pour l'armée américaine. Donc ça a commencé comme ça, la technologie militaire, là, pardon, avec les technologies de Ford, entre autres. Et est-ce qu'on peut en voir d'autres ici? Alors ici, on en a une ici aussi. Alors c'est la même, c'est vraiment très joli quand même, hein? Alors, les modèles ont évolué, on voit encore ici, ça c'est très 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 beau. Première voiture militaire. Ici encore, voilà. Donc c'est Ford vraiment qui a révolutionné le monde avec les automobiles au début du 20e siècle. Ça a été véritablement la grande révolution, bien qu'il y en a eu énormément à cette époque, mais qui a véritablement tout chamboulé parce que les gens se véhiculaient principalement avec le train à vapeur et le bateau à vapeur euh, pour les voyages à l'international. Et la voiture a fait en sorte que les villes ont pu se développer beaucoup plus. Et les banlieues principalement. C'est-à-dire que les gens se sont rassemblés autour des villes dans les banlieues et pouvaient aller au travail avec leur voiture, hein. C'est la logique qu'on a encore aujourd'hui. Donc ça s'est développé à partir du moment où il y a eu une distribution importante des voitures et puis l'apparition là, des voitures dans les familles euh, tranquillement dès le début du 20e siècle. Alors ici, on a aussi les premières équipes de hockey. Donc on va regarder quelques images. Je vais écrire ici hockey, Ligue nationale de hockey, LNH. On va écrire 1920 par exemple. Je ne sais pas exactement quelle année ça a commencé là. Mais on voit ici les équipes de hockey à l'époque. Ici, on voit c'est l'équipe de Toronto, les Maple Leafs. Alors, si on regarde ici, c'est la Coupe Stanley. En fait, c'est le trophée des champions de la Coupe Stanley qu'on voit ici. Et puis, donc la Coupe Stanley, c'est ce qu'on voit ici, là, la Coupe Stanley. C'est le trophée que gagne la meilleure équipe à chaque année au hockey. Et là, on est dans les années 1920. Et on voit ici les joueurs de l'équipe en 1918 ici. Et on avance tranquillement dans les années. On voit les équipes. Donc même les équipes, comme ici en 1921, les joueurs étaient habillés en veston pour se prendre en photo. C'est assez incroyable. On est loin de ça aujourd'hui. Donc on voit l'esprit de l'époque. En 1922, voilà les joueurs. Ce qu'on peut remarquer à l'époque, c'est que personne portait de casque. Absolument personne ne portait de casque, même les gardiens de but ne portent pas de casque. Alors c'était forcément très dangereux par rapport à aujourd'hui où est-ce qu'on a beaucoup de protection. Donc voilà, ça donne une petite idée. Alors ici on a les Canadiens de Montréal. Voilà l'équipe à quoi elle ressemblait en 1924. Ça c'est le Canadien de Montréal. Et si on regarde, parce qu'on a vu les Maple Leafs de Toronto, et les Canadiens de Montréal, on va regarder dans le temps comment ça a évolué. Alors ici, je vais juste retourner voir sur Google. On va écrire ici Canadiens de Montréal. On va écrire ici 1920, 2020 pour voir si on peut avoir des images. Voilà, ici on voit les anciennes équipes et on voit à quel point ça a évolué. Ça, c'est le 4 décembre 1909. Voilà à quoi ressemblait le chandail du Canadien de l'époque en 1909. Et on voit l'évolution ici dans le temps.
Voilà, donc ça date quand même ici. Bobby Sheehan, ici, on voit un joueur, ça c'était dans les années, je ne sais pas exactement lesquelles, là. Donc ça, c'est tous des joueurs qui ont joué dans le Canadien. Après, il y a eu de l'évolution un peu. Ken Dryden ici. Ken Dryden qui est un super gardien de but dans le Canadien, dans les années 70 et je crois 80 aussi. Euh, donc voilà à quoi ça ressemblait à l'époque et comment ça a pu évoluer pour en venir jusqu'à aujourd'hui. Alors, si on regarde aujourd'hui, Canadien de Montréal 1920, 2020, je veux dire ici, on va voir juste la différence. Voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble le Canadien de Montréal. On a ici l'équipe avec tout le monde a un casque et une visière. Et puis le chandail est homogène, hein. Il est fait avec de l'imprimé, comme on parlait tout à l'heure, que nous ne trouvons pas au début du 20e siècle. Donc voilà pour ce qui est de l'imagerie qui tourne autour du hockey. On a regardé ça très sommairement, mais ça donne une idée de l'évolution que cela a pu avoir, hein. On va retourner 2 petites minutes là à la Première Guerre mondiale. Je vais écrire ici World War One. OK? Ce qu'on voit ici, World WR One, c'est la Première Guerre mondiale. Et on va aller voir quelques images. Donc, la Première Guerre mondiale, ça a été en Europe. Et on a vu que les Canadiens, il y a beaucoup d'hommes qui ont été enrôlés dans l'armée. Forcément, il y a eu la conscription et l'enrôlement était obligatoire. Et puis, beaucoup de soldats sont partis en Europe pour aller se battre auprès de l'Empire britannique et des Alliés. Euh, c'est une guerre principalement de terrain où il y avait des tranchées comme ceci. Euh, et ça a été extrêmement difficile pour les hommes là-bas. On voit encore là, les tranchées. Donc, ils passaient des jours et des semaines dans les tranchées comme ça, à surveiller des territoires et à se battre. Pardon, excusez-moi. Et on voit ici des blindés, en fait, les premières voitures dont je parlais. Hein, il y a eu une explosion technologique comme dans chaque guerre parce qu'on va absolument vaincre et donc on va tout faire pour avoir les meilleurs équipements. Donc ça force toujours des époques comme ça, l'avancée technologique à se propulser vers l'avant de façon extrêmement plus rapide qu'à l'habituel. On voit ici les premiers avions. Donc ça, c'est les avions de l'ennemi ici parce qu'on les reconnaît à la croix. Ici, la croix de Malte, qui est un symbole qu'arborait l'armée allemande à l'époque, qui faisait partie des ennemis. Les premiers chars d'assaut ici, hein, on les voit là, ici, ça c'est les premiers chars d'assaut. Euh, donc ça donne une idée de ce qu'a pu être cette guerre là, qui a vraiment été terrible. Euh, donc la Première Guerre mondiale. Euh, Ici, on voit les belligérants. En anglais, belligerents, c'est les gens qui ont fait cette guerre. Donc, on voit, il y a la France, la Grande-Bretagne, l'Empire de Russie, la Serbie, la Belgique, le Japon, le Monténégro, l'Italie, les États-Unis à partir de 1917, la Roumanie, le Portugal, Hejaz. Alors, je ne sais pas c'est quoi ça, Hejaz. Hashemite Kingdom of Hejaz. Donc, ça existe. C'est la Jordanie, je crois, aujourd'hui. La Grèce, etc. La Chine aussi, et puis euh, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, etc., etc. Donc voilà, donc on a les informations ici sur la Première Guerre mondiale. Ici, on voit un bateau, je crois. Regardez ici, ça, c'est une très belle image des bateaux à vapeur pendant la Première Guerre mondiale. Donc on voit que la technologie autour des bateaux était beaucoup plus évoluée à l'époque que les voitures, ça se voit, hein, parce que les bateaux ont été le moyen de transport, le transport maritime principalement depuis pratiquement toujours. Ça date de plusieurs milliers d'années, le transport maritime, hein.
Et donc, lorsqu'on a commencé l'époque industrielle avec l'acier et le charbon pour faire les premiers moteurs à vapeur, on a développé très rapidement des technologies permettant de fabriquer des bateaux très gros et très puissants, et ce bien avant la voiture. Donc voilà ce qu'on peut dire très sommairement là, de la Première Guerre mondiale. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire autre chose rapidement, parce que je fais vraiment des tours très sommaires. Euh, donc, les guerres de tranchées qu'on a vues. Bon, on va regarder les chars d'assaut, à quoi ça pouvait ressembler ici. On les voit là, les chars d'assaut. Donc ça, euh, est-ce qu'on peut voir cette image en plus gros? Non, je vois pas ici. Ok, donc on voit pas. On va retourner voir ici. Là, on voit ici, regardez, le char d'assaut euh, avec tous les soldats qui sont dessus. Donc, c'était inspiré, comme on dit, des premières technologies à roues qui commençaient à l'époque, hein. On voit ici un char d'assaut allemand. C'est une grosse boîte d'acier. Et puis voilà, c'était les débuts euh, des technologies de type voiture adaptées à l'armée. Encore un char d'assaut ici. Voilà. Voilà comment a commencé l'explosion technologique qui nous a amené au développement fulgurant de la technologie au XXe siècle. Donc ensuite, on a les années folles, on a la crise des années 1929 qui a mené à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis si on va voir par exemple la Deuxième Guerre mondiale, on va voir ici un gros changement en 20 ans au niveau technologique. Là, on est 20 ans plus tard et il y a eu beaucoup de développement. On va le voir rapidement par les images. Je suis certain qu'on saura trouver ici quelque part euh, des images. Voilà par exemple ici, le char d'assaut a véritablement évolué ici. On le voit là par sa forme principalement. On voit qu'on est passé à un autre niveau de technologie. On voit encore ici, regardez ici. Donc ça, ces deux guerres-là ont vraiment changé le décor de tout le monde. Euh, donc on le voit très rapidement par les images, hein, qu'on est passé à autre chose là. Est-ce qu'on peut voir aussi les avions? Les avions, on était passé déjà à une technologie supérieure par rapport aux premiers avions qu'on a vus tout à l'heure dans la Première Guerre mondiale. Donc voilà, on voit quelques avions ici. Donc c'est véritablement à partir de cette deuxième guerre là, que tout a commencé à prendre forme au niveau, je parle, technologique. Les premières fusées sont parties de la Deuxième Guerre mondiale et on va voir ça aussi. Regardez ça, c'est un avion. Ils étaient encore très rudimentaires, ces avions, hein, bien entendu. Mais on développait tranquillement des nouveaux modèles, des nouveaux types qui a mené à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ça donne une idée quand même de comment les choses ont évolué, de regarder ces photos. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre où les Alliés ont combattu. On les voit ici, les Alliés. Donc ça, ici, on voit les chefs de trois pays. Ici, c'est Winston Churchill. Je vais regarder ici. Voilà, dans cette photo. OK? On voit ici Winston Churchill, qui était le premier ministre britannique, et c'est lui qui a été le chef de guerre là, de l'Empire britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on a Roosevelt, qui était le président américain, et Staline ici, qui était le chef de l'Empire soviétique à l'époque. Et ils étaient
alliés contre l'Allemagne pendant cette guerre. Donc, voilà. Et l'Allemagne de l'autre côté, on les voit ici. Alors ça, c'est les soldats allemands. Euh, attendez, ici, ça, c'est les soldats américains. Je veux plutôt montrer les soldats allemands pour avoir une idée de... Voilà, ça, c'était l'armée allemande. Et est-ce qu'on peut voir des images plus... voilà, ici. Là, on a des images de l'armée allemande avec son chef qui était Adolf Hitler. Et on voit ici les symboles de croix gammée qui ont été très marquants dans cette guerre parce qu'ils ont frappé les esprits, ces symboles assez étranges dont se paraient les soldats de l'armée allemande. Donc les Allemands, si on peut voir ici, ils ont fait des parades assez impressionnantes. Si on regarde ici les nazis, on va voir si on trouve ici, voilà, ici on a... Vous voyez, donc ça, c'était l'armée allemande avec les symboles nazis. Ça a marqué les esprits hein, aussi avec leur costume là, foncé, noir et leur casque. Vraiment, ils ont beaucoup fait peur aux gens à l'époque, cette armée. Et ça a été un véritable fléau, l'Empire qu'a voulu créer Adolf Hitler. Il appelait ça le Troisième Reich, qui veut dire en allemand le Troisième Royaume. Il voulait étendre l'Allemagne dans toute l'Europe et finalement en faire un royaume qui allait gouverner le monde. Donc ça a fait très peur et les Britanniques et les Américains, ainsi que tous les autres alliés, se sont mis ensemble pour combattre le mal de l'empire que voulait créer Hitler, là, l'empire du Troisième Reich. Donc voilà, on regarde sommairement ici les nazis avec toute leur symbolique. Ils étaient très très puissants dans leur propagande et ils ont véritablement marqué les esprits. Donc on voit encore ici Adolf Hitler qui a fait des discours très enflammés à l'époque. On aura l'occasion peut-être de faire une capsule uniquement sur cette période du 20e siècle qui a été vraiment extrêmement tendue et choquante pour le monde. Donc voilà, la Deuxième Guerre mondiale. Si on veut voir des images de l'Allemagne, on peut voir, je crois que c'est Lina, alors je ne suis pas sûr, Lina Riefenstahl, est-ce que c'est comme ça? Je l'écris probablement pas bien. Lina Riefenstahl, c'est ça, Riefenstahl. Alors là, ici, alors c'est pas Lina, non, c'est, alors est-ce que je me trompe? Riefenstahl. Voilà, alors cette dame a été une réalisatrice de cinéma qui a fait beaucoup de films pour l'Allemagne nazie. Et on peut voir des images assez impressionnantes dans ces films qui ont été des films de propagande tournés pour Adolf Hitler. Donc on voit ici une image ici. Et là, les parades dans les films de Leni, pardon, j'ai dit Lina, c'est Leni Riefenstahl. Les grosses parades nazies, on les voit dans les films de Leni Riefenstahl. Donc, ils ont utilisé le cinéma à l'époque pour faire de la propagande, c'est-à-dire de la publicité pour les idées qu'ils voulaient véhiculer. Et on voit la puissance médiatique à l'œuvre ici à travers les films de Leni Riefenstahl. Donc ça, ce qui est intéressant à voir là-dedans ici, c'est que la naissance du cinéma a aussi servi à promouvoir des idées qui n'étaient pas nécessairement des belles idées et pour pouvoir prendre le contrôle sur, comment dire, sur le discours et sur l'esprit des citoyens par la propagande. Donc, on le voit très bien dans les films de Leni Riefenstahl. Donc voilà, et on a eu les premières fusées, les fusées V2. Donc je vais écrire ici V2 et ça nous permettra de voir V2 Rocket. Donc les premières fusées sont
apparu en Allemagne aussi. Donc, c'est une chose à savoir. Donc, ça, c'est une fusée V2 ici qu'on voit. Donc, les premières fusées sont venues de l'Allemagne. Et lorsqu'on regarde cette fusée, on reconnaît euh, en quelque sorte l'imagerie de Tintin. On a marché sur la Lune, hein. C'est vraiment dans le même esprit que cette fusée V2. Voilà. Et après, les concepteurs de ces fusées ont poursuivi leur programme spatial pour pouvoir faire en sorte qu'on a pu faire évoluer ces technologies pour aller plus tard jusque dans l'espace et sur la Lune. Donc, euh, donc voilà, l'évolution technologique, on l'a vu à travers les deux parties que je viens d'expliquer sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième. En partant du bateau à vapeur et de la naissance de l'automobile par Henry Ford, on voit l'évolution très sommaire par des photos de la technologie et les avancées très rapides dans les guerres qui amènent finalement à la fin de la Deuxième Guerre, c'est-à-dire en 1945, on était déjà arrivé à fabriquer des fusées. Et donc ça nous a mené où? Ça nous a mené aux fusées dans les années 60, c'est-à-dire 15 ans plus tard, on avait les fusées Apollo. Euh, Apollo, alors on va regarder ici. Voilà, 15 ans plus tard, on était arrivé à fabriquer ces fusées ici, aux États-Unis. Donc on voit l'évolution technologique. Le 20e siècle s'est construit à l'issue de ces événements historiques très marquants. Et puis on a pu après partir à la conquête de l'espace. Et donc on pourrait faire une capsule très longue pour parler uniquement de ça, parce que c'est une époque formidable, hein, la conquête de l'espace dans les années 60. Et c'était qui les pays qui étaient principalement dans cette conquête de l'espace? C'était les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. On a vu, je ne sais pas si on peut voir une vidéo ici. Alors, on va regarder ici très rapidement la fusée ici Saturne V en 1967, ça ici. Et puis on va regarder juste rapidement le... Voilà, donc ça c'est un document de 1967 qui va nous montrer voilà, les premières fusées ici. Donc on voit, vous voyez l'évolution technologique commence à évoluer très rapidement. En moins de 50 ans, on est arrivé à faire des moteurs à propulsion qui a permis à des fusées d'un poids incommensurable à s'envoler dans l'espace. 50 ans auparavant, on avait des Model T d'Henry Ford et des navires qui voguaient avec des moteurs à la vapeur. Rappelons que la vapeur était faite en chauffant du charbon, en brûlant plutôt du charbon. Alors qu'ici, ce qui crée le feu là, de ces moteurs, c'est une technologie vraiment tout autre. Regardez la puissance des moteurs à propulsion de ce type qui pouvaient faire décoller des fusées. Regardez le feu. Donc voilà, quand les hommes mettent leur génie ensemble pour pouvoir développer des technologies, on arrive 50 ans plus tard à ça, à pouvoir faire voler dans l'espace des fusées comme celle-ci. Assez impressionnant, merci. Donc voilà le 20e siècle, hein, comment est-ce qu'on a pu se retrouver jusque sur la Lune à l'issue des deux guerres mondiales. Euh, ok, alors voilà, voilà pour ce qui est de l'avancée technologique des fusées. On va voir maintenant quelque chose d'autre
On va regarder ici sur YouTube. Je vais montrer une vidéo que je vais chercher d'ailleurs parce que je ne l'avais pas préparée. C'était dans les années 50, l'électricité aussi qui a vraiment fait changer les choses. Donc on pourrait dire ici, euh, comment je peux écrire ça? 50s, euh, family, electricity. Je ne sais pas si je vais voir quelque chose avec ça. On va essayer de trouver. Oui, c'est ça, regardez. Donc ça ici, c'est euh, les premières maisons qui ont bénéficié de l'électricité. Qu'est-ce que ça a changé? Westinghouse, Total Electric Home, une maison totalement électrique. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde avec des grille-pains, des micro-ondes, des fours électriques, des téléviseurs, etc., etc. Mais il n'y avait rien de tout ça au début du 20e siècle, comme on a vu tout à l'heure. Il n'y avait rien de tout ça. Et là, on voit ici dans les années 50 les premières publicités qui nous présentent des maisons totalement électriques. Et on voit ici qu'on a plus de couleurs hein, dans les costumes que ce qu'on a pu voir au début de cette capsule. Donc on voit ici un couple sommairement habillé quand même en veston et chapeau pour l'homme. Et la dame est très fière de pouvoir avoir un écran pour voir les invités arriver. Elle nous montre la maison du futur, avec ici la télévision et la cuisine, les lampes aussi, tout électrique. Donc voilà, on va voir un petit peu comment on va avancer un petit peu plus loin. Alors ici, on regarde ici les technologies. C'était, vous voyez, les premiers cadrans qui permettaient de contrôler la température des maisons. Donc on va avancer un petit peu. Ici, la dame qui montre son, je ne sais pas si c'est le frigo, mais voilà. Donc c'est la naissance hein, de la famille qui a une maison électrique. Le lave-linge, le sèche-linge, il n'y avait rien de tout ça. Donc là, on voit ici les premiers lave-linges et les premiers sèche-linges. Voilà le 20e siècle, ce qu'il a apporté avec les technologies ici. Ça, c'est pour allumer un feu de façon électrique avec un brûleur, peut-être à gaz, mais qui a un allume-feu électrique. Voilà ici. Est-ce qu'on a autre chose là-dedans? Voilà, ici. Alors ça, c'est mon chat, Merlin. La pâte molle. Oui. Alors voilà, donc on a ici, C'était quoi? ça c'est les premières maisons électriques. Je suis en train de faire une capsule d'histoire, d'univers social pour montrer la société, comment elle a évolué. Et puis, on, Waouh, 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 on voit waouh, ici les premières waouh, maisons électriques. Et si on veut voir un peu comment a évolué la technologie après la Deuxième Guerre mondiale, on peut aller voir dans ce qui s'appelle rétrofuturisme. Et ça permet de voir les technologies, comment est-ce qu'ils se sont développées. Attendez, je vais essayer de trouver ici. Est-ce qu'on peut voir ici quelque chose? Oui, en 1948, voilà comment on imaginait voilà comment on imaginait les voitures à l'époque. Donc voilà. Ça, c'est des modèles qui ont été dessinés de voitures futuristes. Ça n'aura jamais été véritablement sur le marché, ces voitures, mais on voit que les hommes ont mis leur imagination euh, au service de l'avancée technologique et puis il y a eu beaucoup d'innovations qui ont donné toutes sortes de belles choses. Euh,
Voilà un peu comment la voiture se stationne. Deuxième partie de la pâte molle. Au revoir. Ouais. Alors voilà, ici la roue qui peut flotter. Donc on pensait à toutes sortes de choses à l'époque comme ça. Finalement, ça n'aura pas été la voiture du futur, mais on voit ici l'autobus du futur tel qu'on l'avait imaginé. On voit qu'on est très loin de ça dans la réalité. Ça veut dire une chose, quand on regarde des vidéos du passé dans lesquelles on avait imaginé le futur, on En voit, fait, on aurait dû imaginer le passé. mais on voit que le futur ne se développe jamais tel qu'on l'imagine. En fait, c'est le passé qui s'est développé Ouais. tel qu'on l'imaginait. Oui, donc on voit ici à l'œuvre quand même le génie humain là, qui a développé les technologies du 20e siècle. Oh waouh. Non. Alors voilà, on pourrait montrer tellement d'autres choses. Ok, j'arrête. On pourrait montrer tellement d'autres choses. Voilà. Et puis ici, si j'écris ici, on va voir un peu si on a des choses plus... oui, alors ça, voilà. Ici, on voit le début de l'Internet. Ça, c'est intéressant. Regardez bien ça. Quand on prédisait l'Internet dans les années 70 déjà, on imaginait l'Internet. C'était le début de l'informatique. Et vous voyez ici, ça ressemble quand même à ce qu'on a aujourd'hui. Si on pense par exemple au magasin en ligne, hein, où est-ce qu'on peut voir les articles pour les acheter, elle entre sa carte de crédit. Donc, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe aujourd'hui, mais c'est le même principe, hein. Alors voilà, ici, Ah ouais, avant c'était beaucoup mieux que maintenant. le télétravail. Mais avant c'était Alors, carrément mieux qu'avant. le monsieur qui voit ses collègues de Avant, c'était travail. carrément mieux que maintenant. Avant, non, mais chaque époque a ses bons côtés, ses moins bons côtés. Il regarde sa bourse. Donc voilà, et ensuite c'est l'enfant qui va faire son école à la maison. C'est ce qu'on devine et qui voit ses camarades de classe. Alors, on a ici les premiers pas d'Internet. Ça date des années 70, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années, là, ce qu'on voit ici. Donc, voilà, elle est en train de faire des jeux avec un ami, c'est ça. Donc, voilà. L'homme du futur. Home of the future. Home, c'est pas l'homme, c'est la La maison. maison du futur. La maison, c'est ça. Alors voilà, donc ceci termine cette première capsule sur le 20e siècle. Ce qu'on peut dire ici, vous voyez, ici on a le commerce en ligne hein, tel qu'il avait été imaginé dans les années 60. Et donc sur ce, on va se laisser. Voilà, les voitures du futur, c'est assez incroyable comment ce qu'on a... On a imaginé des choses. La technologie a véritablement révolutionné notre monde. Et puis, voilà, on voit quand même que ça s'est concrétisé. Hein, cette partie cette partie ici de télétravail et d'Internet, c'est véritablement concrétisé. Alors, ça termine cette première capsule, mais on pourrait faire des dizaines et des dizaines de capsules sur le 20e siècle. Tellement il s'est passé de choses. Et donc là, on a présenté les choses d'un certain ordre chronologique, mais en vérité, il n'y a pas de trame historique très fondée dans ce que j'ai présenté. On a vraiment... Marina dit au revoir. Oui, Merlin dit au revoir. On a véritablement fait un survol un peu aléatoire pour montrer l'évolution de façon plus spontanée. Mais ça reste que les documents qu'on voit ici sont des documents historiques qui nous montrent comment le monde, hein, comment la société, comment l'univers social, l'univers du vivre ensemble, l'univers des humains dans les villes et dans les pays ont pu traverser des époques euh, qui sont tous différentes les unes des autres et qui ont amené leur lot de défis qui a fait qu'on en est où nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis sur ce, merci pour votre écoute et puis on se revoit probablement dans une prochaine capsule où nous pourrons aller voir encore le 20e siècle mais sous un autre angle. Ouais, au revoir. Merci. Au revoir.
Bye Merci bye. d'avoir écouté. Merci. Attends, Merlin, elle va dire au revoir. Vas-y, Merlin va dire au revoir. Euh, Bye c'est pas moi bye. qui contrôle sa main, hein. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Allez, à Au la revoir. prochaine. Bye bye.